8 h du matin, dans le nord de Paris. Cet homme n'est pas un éboueur. Christophe Naudin est criminologue. Il enseigne à l'université de Nanterre. J'inspecte juste vos poubelles, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que les gens bouffent comme hamburger? C'est dingue. Il récupère des informations confidentielles jetées par négligence et en tire des statistiques. Son objectif, démontrer la vulnérabilité de nos identités. Bah là, par exemple, j'ai un relevé de banque. J'ai le numéro du compte, j'ai l'adresse de la personne, j'ai tous les éléments. Voilà, première poubelle, premier exemple. En 40 minutes, il va récolter de quoi reconstituer 3 identités différentes. Ce que je peux vous dire, c'est que 80% des poubelles contiennent des documents sensibles comme ceux-là. Et mettons, je le fais une petite fois par mois. Cette méthode, c'est une de celles qu'utilisent aujourd'hui faussaires et usurpateurs. Là, par exemple, je viens de retrouver une feuille de mutuelle que j'ai recomposée. Et là, ce qui est super, c'est que j'ai le numéro de sécurité sociale de la personne, son nom, son adresse, j'ai son compte en banque qui est là. Là, je peux commencer en fait à recréer une personne par rapport à ça. Alors, une fois que vous avez usurpé l'identité d'une personne existante, eh ben, vous allez pouvoir contractualiser à sa place. Donc, acheter, commander. Et puis, dans les cas les plus graves, vous pouvez vous marier, reconnaître des enfants, acheter une voiture ou un immeuble, enfin des choses importantes. C'est marrant parce qu'on trouve 2 cassettes intéressantes. Une, mon nom et personne, et l'autre, True Lies, sur l'histoire de quelqu'un qui prend une fausse identité qui se fait passer pour celui qu'il n'est pas. Vous voyez, alors, un seul papier égaré et la vie peut basculer. C'est vrai. S'approprier l'état civil de quelqu'un pour frauder ou voler en son nom, un type de criminalité en plein développement. Et ceux dont les identités sont usurpées se retrouvent accusés. Pour eux, c'est un cauchemar, parfois très long, qui commence, et cela arrive tous les ans à des milliers de Français. Rencontre avec ces victimes des voleurs de noms. Être victime d'une usurpation d'identité, cela peut conduire tout droit à la case prison. La vie de Charlie a basculé à Roissy en juillet 2008, au moment de partir en voyage. Donc au moment où j'embarquais, arrivé à la douane, je me suis fait arrêter par la police de la douane. Et donc là, on m'apprend que je suis en mandat d'arrêt international pour une escroquerie. Donc voilà, et je ne comprenais pas. Son avion part sans lui. Charlie passe 24 heures de garde à vue au commissariat de Roissy. Photo, fouille, ils m'ont déshabillé comme un criminel. Pour eux, c'était directement de m'envoyer en prison. Le lendemain matin, on l'emmène au palais de justice à Paris. Il est présenté devant une magistrate. Il est accusé d'avoir commis une escroquerie portant sur 25 000 € à Karlsruhe, en Allemagne, et risque 10 ans de prison. Pour eux, c'était moi le coupable, quoi. C'était moi l'escroc, c'était moi le recherché. C'était vraiment une humiliation pour quelqu'un. Moi, pour que j'ai rien fait, je ne peux pas subir les problèmes d'un autre. Pour Charlie, il s'agit forcément d'un autre qui s'est fait passer pour lui. La magistrate lui accorde 24 heures pour prouver son innocence. Coup de chance, Charlie est laborantin à l'Institut Pasteur, où existe un système de badge magnétique qui enregistre entrée et sortie. Ce qui va le sauver, ce sont ses relevés d'heures de présence. Le jour de l'escroquerie, le 13 juin, il a effectué une journée de travail complète de 8 h à 15 h 45. Donc c'est ce badge qui m'a permis de prouver mon innocence. Comme quoi je ne trouvais pas en Allemagne. Les ennuis semblent terminés, mais 2 mois plus tard, après un banal contrôle routier en banlieue parisienne, il présente ses papiers et est à nouveau conduit sous les verrous. On me transfère là, et c'est là un moment où un policier m'a montré une photocopie de ma pièce d'identité. Il m'a dit, c'est pas vous ça?
J'étais surpris, j'ai dit mais non, ça c'est moi. Il me dit mais voilà, ça c'est vous, mais vous allez aller en prison. Cette carte d'identité, Charlie l'avait égarée 2 ans plus tôt. Apparemment, c'est grâce à elle qu'un usurpateur a pu se faire passer pour lui. Pour Charlie, ce sera à nouveau 24 heures de garde à vue. En mars 2009, la justice établit qu'il s'est bien fait voler son identité. Charlie se croit alors définitivement tiré d'affaire. Vous voyez ma famille juste au 2e étage. La Nathalie qui descend. Mais le mandat d'arrêt européen qui porte son nom court toujours. Le 4 mars dernier, à 6h30 du matin, la sonnette retentit dans l'appartement familial. Donc là, j'ouvre. Derrière la porte, c'est la police qui vient arrêter Charlie pour la 3e fois. Et j'ouvre la porte. Ah ouais. Et là, il me dit suivez-moi, là vous êtes arrêté. Je dis comment ça? Il me dit si c'est pour la même histoire, ma mère me dit on a toutes les preuves, nécessaires qui justifient mon innocence. Après, ils m'ont mis les menottes dans le dos et je comprenais pas. Et il y a mon petit frère qui était là, il a vu les parents, le père, ses millions. Donc, frères qui ont des sociétés, d'autres frères qui travaillent à Roissy. Le problème de Charlie est devenu celui de toute sa famille. Son père, sa mère, ses sœurs, tous craignent que Charlie se retrouve à nouveau sous les verrous, à la place d'un autre. On le suit maintenant à la trace. Partout où il se rend, on est obligé de voir si tout se passe bien, s'il n'a pas de problème avec les flics, enfin avec la police. Quand il est au travail, j'appelle Charlie, tu es au travail, ça va. Quand il est, comment on appelle, dans les métros, il dit Charlie, ça va, à chaque fois. Moi, mais je n'aime pas les faire tranquilles. J'ai peur qu'à chaque fois, on lui arrête pour ça. Charlie a démontré qu'il n'avait rien à voir avec l'escroquerie commise en Allemagne. Mais sa carte d'identité continue à circuler. Et il reçoit régulièrement des amendes ou des factures impayées à son nom. Il y en a pour plusieurs milliers d'euros. Je sais pas combien de Charlie qui se promènent. Donc peut-être qu'il y a des Charlie qui se promènent en France, des Charlie qui se promènent en Allemagne. Donc oui, j'ai peur. On craint le pire, on craint qu'on nous annonce que le monsieur, enfin la personne qui a pris l'identité de Charlie, ait fait une grosse connerie. Et donc on craint le pire, on craint un meurtre. Et c'est vrai que lui aussi, par rapport à tout ça, il n'est pas bien. Et ça joue sur son état psychologique. C'est vrai que quand on voit cette situation, le pauvre, on se dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est toute une vie qui bascule, c'est plein de projets qui basculent. Le plus difficile, pour ceux qui se sont fait voler leur identité, c'est de prouver qu'ils sont bien eux-mêmes. Le criminologue Christophe Naudin rencontre régulièrement des victimes d'usurpation. Il les aide à se sortir du labyrinthe judiciaire et administratif. En général, je tombe souvent sur des gens qui sont désespérés, des gens qui sont traumatisés, donc qui essayent de bien vivre, hein, mais des gens qui sont profondément marqués par cette épreuve. En plus de ça, ce qui me surprend beaucoup, c'est que c'est une épreuve qui dure longtemps. Elles ont beaucoup de mal à se défendre, parce que le droit n'a pas prévu qu'une victime ait à prouver son identité. Ce jour-là, il se rend à Lyon pour rencontrer Abdel Fatteh Essaïnia. Cet homme cherche à récupérer son nom depuis 4 ans. Français, né à Lyon, il vit aujourd'hui comme un clandestin. Si vous voulez, j'ai pas de vie. J'ai pas de vie, à part je travaille, je rentre chez moi et voilà. J'ai pas de vie. Cela a commencé en 2006, lorsqu'il s'est présenté à sa mairie de Fontaine-sur-Saône pour renouveler ses papiers. Bonjour, vous allez bien? Ouais, ça va un petit peu. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des nouvelles? La dernière fois qu'on a eu... Voilà, oui, c'est le dossier toujours en instance au ministère de l'Intérieur. Dossier toujours en instance. Oui, regardez, je ne mens pas. Hein, dossier toujours en instance à ce jour. Mais on ne sait pas ce qui bloque. À quel niveau, on ne sait pas. Voilà, c'est le problème. Vous le connaissez bien, donc, monsieur? Ah bah oui. Ah bah oui, parce que le... Une fois par mois. Ouais. Je l'envoie, puis dès que j'ai quelque chose, on vous passe un coup de fil. Merci bien. Merci. Allez, au revoir, bonne journée. Sa demande est bloquée parce que l'administration a été sollicitée par 2 autres, Abdel Fatteh Essaïnia, et il ne parvient pas à convaincre qu'il est bien le vrai.
Ça fait 4 ans que j'entends les mêmes réponses. C'est ça que... Voilà, moi, c'est de me délivrer une pièce d'identité. C'est ça que je veux. On va tout mettre à plat. J'espère, parce que ça fait 4 ans que je viens... Privé de papier, Abdel Fatteh a dû renoncer à un projet de mariage à cause de l'usurpation. Il se sent perdu et impuissant. Christophe Naudin va l'aider à faire la preuve de son identité. Mais à qui je prouve? À qui? C'est là que je trouve pas à qui. Et je cherche, j'ai pas trouvé jusqu'à maintenant. Ça fait 4 ans que je cherche, j'ai pas trouvé, je prouve à qui ma vraie identité. Abdel, je vais vous poser des questions sur vous, hein, et puis vous allez me répondre du mieux que vous pouvez, et vous faites un gros effort de mémoire pour me dire les choses que je vais vous demander. Il va même devoir solliciter la mémoire de toute la famille. Est-ce que vous vous souvenez du nom de vos professeurs? Franchement, je me rappelle plus. C'est un peu vieux. Comment s'appelait l'enseignant de français? Habiba Chaoui. Habiba Chaoui. Voilà. Alors, Habiba Chaoui. Il y a prof de sport. Prof d'anglais, je me rappelle. Ça, ce sont des questions qui, si on les pose à l'usurpateur le jour où, en fait, on va l'interpeller, il ne peut pas répondre à ça. Les usurpateurs laissent derrière eux des traces, des amendes, des paiements réalisés sur un compte ouvert au nom d'Abdel Fatteh. Autant d'indices qui peuvent permettre de remonter une piste. Je suis prêt à parier que ça, c'est des dates de week-end. Voilà. Donc il y a des gros chèques et des petits chèques. Et d'après ce que je vois, moi, dans les papiers, il y a plusieurs personnes, en fait, qui ont utilisé votre identité. Donc je pense qu'elle a dû être vendue, votre identité. Il y a une carte d'identité qui a tenté d'être faite à Marseille, et puis il y a l'autre qui a été faite, je sais pas où. Voilà, et donc il y a 2 cartes d'identité déjà. Et comment quelqu'un a pu établir cette carte d'identité? Il a sans doute eu un extrait d'acte de naissance d'Abdel, simplement en écrivant à Lyon, en disant voilà, je voudrais un acte de naissance. Et puis à partir de là, bon, il a un petit peu construit d'autres éléments probatoires avec une adresse, avec des choses comme ça. Et voilà, et ensuite il s'est fait faire des papiers. Voilà comment Abdel Fatteh a perdu son état civil. La seule preuve qu'il lui reste, c'est cette carte d'identité, datant de ses 15 ans, aujourd'hui périmée. Je vous dis la vérité, moi, si ça m'aide. Celle-là, si je la perds, peut-être je n'existe plus après. Je suis arrivé à un stade où j'ai même pensé au suicide. Au moins, je termine cette vie qui... Parce que j'ai rien. Je suis pas en train de vivre comme tout le monde, comme tous les jeunes, comme tout le monde. Je ne suis pas certain que les magistrats mesurent toujours l'importance des infractions liées aux problématiques identitaires. Et deuxièmement, pour eux, une usurpation d'identité, bon, c'est pas si grave. Bon, et puis que M. Essania soit interdit bancaire jusqu'en 2013, bon, bah ok, c'est embêtant, mais c'est pas si grave. Moi, je pense que c'est très grave. Comment nos identités peuvent-elles être volées, revendues et utilisées par les usurpateurs et les fraudeurs? Quelles sont les méthodes qu'ils utilisent? Répondre à ces questions, c'est une des missions du commissaire Joubert, la patronne du bureau de la fraude documentaire au ministère de l'Intérieur. Une des méthodes classiques d'usurpation consiste à utiliser les papiers d'une vraie personne en changeant simplement la photo. Sur certains anciens modèles de passeport, c'est très facile. La sécurisation de la photo est vraiment très faible et il était très facile de le substituer. Et la photo, en fait, elle est rapportée, elle n'est pas imprimée. Et en fait, c'est très aisé de la décoller et puis de remettre sa photo. Donc là, en l'occurrence, ça permet une usurpation parce qu'en fait, le fraudeur va maintenir le nom, le prénom, les mentions liées à l'identité et va modifier uniquement la photo. Autre mode opératoire, le plus simple mais aussi le plus risqué, c'est de jouer sur la ressemblance, sans même changer la photo, comme ici. Donc là, par exemple, vous pouvez le voir, la photo sur le document, vous voyez les guillemets là derrière, hein, et donc ça, c'est l'usurpatrice. Avec la bouche, vous voyez bien que la bouche, c'est pas la même forme concernant la bouche. Pour démêler le vrai du faux, la police utilise ce logiciel de formation. Il fonctionne comme un jeu. Il s'agit de trouver si les deux photos représentent ou non la même personne. Les oreilles sont vraiment différentes. Ouais. C'est le même ou pas? Non.
Non, alors pourquoi non? Les yeux... Ah si, c'était le même. C'était le même. C'est le même? Attends. Ouais, moi je dirais que c'est le même là. Ah ouais, je dirais que non, mais bon. Ah, c'est le même, voilà. Pour détecter l'usurpation, les policiers décomposent les éléments d'un visage. Ah bah c'est pas forcément évident, hein. Rien que le policier à l'aéroport, il a tout un avion qui sort, les passagers veulent passer vite, c'est pas évident, effectivement. Dernière méthode, celle qui se développe le plus, l'usurpateur se fait faire de vrais papiers au nom d'un autre. On ne fraude plus sur le document final, mais on fraude sur les documents qui sont nécessaires à la constitution du dossier. Ce qui est facilité, bah, effectivement, hein, c'est l'accès aux actes de naissance par Internet ou l'absence de vérification lorsqu'on le délivre. Hein. Ça, c'est une problématique. Une vraie faille. Sur le site Internet de nombreuses mairies, il suffit de se procurer le nom, la date et le lieu de naissance et le nom des parents d'une personne pour obtenir une copie de son extrait d'acte de naissance. On peut ensuite se faire établir de nouveaux papiers authentiques avec l'identité d'un autre. Auxerre, le 7 mai dernier. Dans près de la moitié des cas, l'usurpateur préfère la solution de facilité et choisit sa victime au sein même de la famille ou du cercle de connaissances. Usurpé depuis 15 ans, Pascal Griffaton espère que son cauchemar va enfin se terminer. Le double, qui se joue de lui, va enfin être jugé. Ça fait des années et des années que je demande à différents tribunaux de mettre cette personne hors d'état de nuire. J'attends mon avis de ce parquet, pas grand-chose. Qu'est-ce qui est jugé aujourd'hui? Patrice Griffaton, alias Pascal. C'est son prénom que Pascal veut récupérer, volé par Patrice, son propre frère. Mais il n'a plus confiance dans la justice. L'usurpateur a été arrêté, mais pas incarcéré. Il est en cavale et ne viendra pas à l'audience. 2 heures plus tard, la justice a reconnu le préjudice subi par Pascal. L'usurpateur a été condamné à 4 ans de prison ferme. Et la réaction? Bon, c'est une bonne nouvelle quand même, quoi. 4 ans de prison, c'est ça? 4 ans de prison, oui. S'il fait ces 4 années-là, oui, ça sera déjà bien. Mais après, quand il ressort, il peut recommencer pareil. Et il n'y a rien qui en empêche. Alors, à plusieurs reprises, le président lui-même vous a appelé Patrice. Vous avez vu, hein, là, c'est gros, là. Voilà, le président en face de moi m'appelle Patrice, quoi. Vous voyez, c'est... Et le sentiment, mais le procureur, dans son référent... C'est tout le temps à moi qu'on demande de s'exprimer, hein, de me justifier comment je m'appelle. Ben, je vais vous dire, je ne sais plus comment je m'appelle. Les services de police et de justice ont mis 15 ans à démêler le vrai du faux. Oui, je vous l'avais dit, hein. Il ne serait pas là. Il y a 1 an, alors qu'il n'était pas encore en fuite, Patrice Griffaton, l'usurpateur, avait donné une interview à une chaîne de télévision. Il y expliquait la facilité avec laquelle il s'est fait passer pour son frère pendant toutes ces années. Avec un contrôle routier, j'étais recherché, je n'avais pas envie de me faire arrêter, donc j'ai donné le nom à mon frère. Je me rappelais au moins quand il avait passé le permis, comment il s'appelle, le nom de ses parents, c'est plus facile. Ici à Auxerre, quand je me suis fait contrôler, j'étais au poste de police, ils ont pris mes empreintes, mes photos, ils m'ont jugé au nom de mon frère, parce que j'ai dit que je m'appelais mon frère. S'ils auraient regardé mes empreintes, ils auraient vu que j'étais moi. Mais on vous a demandé une pièce d'identité, on vous a demandé un permis de conduire. Ouais. Et j'ai fait comme d'habitude, j'ai dit plus tard. Je les emmènerai plus tard. Nous avons cherché à le retrouver. Son nom est encore inscrit sur la boîte aux lettres de son dernier domicile, mais il a disparu depuis le mois de janvier. À Auxerre, tout le monde connaît l'histoire des frères Griffaton. Dans une de ces agences d'intérim, on se souvient même d'avoir employé l'usurpateur sous ces 2 identités différentes. Et est-ce que vous vous souvenez de la manière dont il a justifié de son identité? De mémoire, c'était un justificatif de perte de pièce d'identité, au nom de Pascal Griffaton. D'accord. Et donc il est revenu sous le prénom de Patrice. Donc on a discuté un petit peu, et puis bon, il m'a avoué qu'il avait commis cette
cette usurpation pour éviter quelques petits soucis juridiques. De toute façon, moi, connaissant déjà son sérieux au niveau professionnel, je l'ai refait travailler. Et si je dis qu'elle a été condamnée à 4 ans de prison là tout à l'heure, ça vous fait quoi? 4 ans, ouais, quand il sortira, il viendra me voir. En 1998, Pascal Griffaton a fui la Bourgogne pour s'éloigner de son usurpateur et habiter à Angers. Mais les ennuis l'ont vite rattrapé pour ne plus le quitter. Pascal, bonjour. Bonjour, maître Boulet. La seule personne sur qui il a pu compter, c'est son avocat. Malgré la condamnation de son frère, Pascal craint toujours de recevoir des amendes, des condamnations ou des impôts à payer à la place de Patrice. Griffaton Pascal, il y a différentes adresses. Fontenay-aux-Roses, là c'est dans la région parisienne. Du coup, Pascal a pris l'habitude de noter tous ses rendez-vous pour justifier de son emploi du temps, au cas où. Oui, ça c'est le calendrier. C'est que je marque tout ce qui m'arrive. Pour si des fois il s'est fait arrêter à un autre endroit de la France, dire tiens ce jour-là j'étais chez le médecin, j'étais là-bas, j'étais ici, voilà quoi. Voilà, je marque tout. Si on me payait pour tout ce que je fais pour me protéger, disons, parce que j'en fais du travail pour expliquer que c'est pas moi. Depuis 15 ans, la vie quotidienne de Pascal est un enfer, rythmée par les injonctions d'huissier, les convocations au tribunal ou au commissariat. Espèce. Ses courses, il les paye en liquide. Son compte en banque a été fermé à cause des amendes et des impayés, laissés à son nom par son frère. Pour les achats, je demande à ma femme qu'elle me donne de l'argent, puis je vais faire les courses. J'ai pas de compte bancaire. Quand vous n'avez pas de compte en banque, vous vivez tout simplement pas du tout. Vous pouvez pas vivre. Je survis juste parce que j'ai une femme, sinon je serais à la rue. Pascal souffre de dépression. Il a été déclaré en invalidité et ne travaille plus. Si je travaille, l'infraction qu'a commis l'autre, les délits, l'argent qu'il a engendré comme dette sous mon nom, ce sera à moi de les payer. Il y aurait des saisies sur mon salaire. Quoi. Il dit lui-même que si j'avais une voiture, elle serait saisie aussi, et ainsi de suite. Quoi. Je peux rien avoir, je peux rien avoir du tout. Je reçois des amendes à l'appel alors que je n'ai pas de véhicule. Mais apparemment, je sais pas, ils ont dû me prendre à 130 km/h à pied sur l'autoroute, je sais pas. Ah non, ce permis me sert à rien du tout, il dort dans mon portefeuille, c'est tout. Je peux pas le prendre. Tout jeune, Pascal a travaillé dans la restauration. Son ancien tablier trône toujours dans la cuisine en souvenir de sa vie d'avant. Une bonne partie de ses journées et de celles de sa femme, Sabrina, sont consacrées à contrer les ennuis judiciaires et administratifs. Une des dernières ruses de l'usurpateur, c'est d'avoir réussi à se faire transférer les droits de Pascal à la sécurité sociale. Là, c'est la signature de l'usurpateur, Griffaton Patrice, mais qui se fait appeler Pascal. Voilà, son écriture, sa signature. La pièce du dossier qu'il ne sort jamais, la voilà. C'est la photo de Patrice, l'usurpateur. Je peux pas la voir du tout, je la regarde pas, elle va être reclassée immédiatement, terminée, quoi. Je regarde pas cette photo-là. Voilà. Ça fait mal? Ah oui, ça me fait très mal, oui, c'est... Je ne veux pas voir cet individu. Il ne peut pas l'oublier, c'est constamment. Il pense constamment. Quand on ne reçoit pas de papier, il a des contacts avec l'avocat. Et puis les peu de temps entre, c'est des temps courts. Donc ça nous prend tout le temps. Cela fait longtemps que Pascal ne descend plus chercher le courrier. C'est Sabrina qui s'en charge, avec à chaque fois la boule au ventre. On a toujours peur de recevoir des amendes ou des choses qui ne nous concernent pas. Parce qu'on sait très bien qu'il continue. Donc forcément, on aura du stress tout le temps, tant qu'il ne sera pas enfermé. Ça boumine la vie de famille, la vie de couple? Forcément. Je peux pas savoir si c'est vraiment une vie de couple ou une vie de famille qu'on mène maintenant. Au début, on était bien. Maintenant, c'est plus notre vie, quoi. Il nous a bousillé notre vie.
Il n'y a rien, tout est à mon nom. Rien d'important. Et comment ça rend, quoi. Une vie en double, 15 ans passés à se battre contre toutes les manigances de l'autre, de quoi être un peu déboussolé. Je sais qui je suis, moi, il n'y a pas de problème. Je sais que je suis Griffaton Pascal, je reconnais mon visage, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas, je sais pas. Ouais. Mais je me regarde, voilà, je suis inquiet. On ne le retrouvera pas. Dans 5 ans, il y aura prescription et il n'aura encore pas fait la peine, quoi. Et surtout, il n'y a rien qui l'empêche de continuer. C'est-à-dire que même qu'on l'incarcérerait ou pas, c'est pareil. C'est exactement pareil. Il peut aussitôt continuer, se refaire appeler Pascal. C'est d'une facilité, mais alors, comme ça, vous pouvez vivre toute votre vie tranquillement sur le dos des autres. À Paris, Charlie Kouassi a rendez-vous avec son avocat. Merci, on va tarder. Merci. Il est convoqué en Allemagne, où il est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt européen lancé à son nom. Il redoute de s'y rendre, car pour la justice allemande, il est toujours suspect. Et il n'a toujours pas réussi à comprendre ce dont on accuse exactement celui qui s'est fait passer pour lui, son alias. Étonné du fait que j'ai donné toutes les preuves nécessaires. La première arrestation, c'était le 4. Et donc aujourd'hui, ce fameux alias se fait apparemment passer pour moi, ou moi je fais apparemment passer pour alias, je ne comprends rien. Tout est flou. Donc, Le problème, c'est que vous ne serez jamais ici innocenté. C'est pas ici que vous le serez. Je veux dire, tant que vous n'irez pas en Allemagne apporter les éléments que vous voulez, vous allez... Donc on va être très très bref. Donc c'est un problème, c'est la justice. La justice française ne mêle plus parce qu'ils ont eu les éléments nécessaires. Aujourd'hui... Mais elle ne peut pas donner des ordres à la justice allemande d'arrêter de vous embêter. C'est diabolique de dire, oui, il y a bien un Charlie Kouassi c'est moi, mais le Charlie Kouassi là, c'est pas moi. Et on va dire, bah, prouvez-le, mais pour le prouver, il faut aller le prouver là-bas. C'est un coup de massue pour Charlie. Ah, c'est pas gagné, hein. Ah, là, c'est... Là, ça va être encore un autre combat. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. Il nous a dit de partir, je vais y aller, hein. Ah, c'est... Ouh. Je sais pas comment... Oh, putain. Ah, ça va être tendu. Putain. Il va devoir prouver à nouveau qu'il est bien le vrai Charlie Kouassi, en Allemagne cette fois. Le cauchemar continue. On estime qu'il faut en moyenne 3 ans à une victime d'usurpation pour retrouver son identité.